Ça fait 25 ans qu'on essaye de comprendre. Personne n'a été inculpé. C'est ce qui en fait un des plus grands scandales judiciaires dans l'histoire de Los Angeles. On parle du meurtre de deux des plus grandes légendes du rap. Avec les Bloods, les Crips, des flics corrompus, de la jalousie. Et puis un complot. Plusieurs personnes étaient forcément impliquées, surtout pour faire ça en public. Les adeptes de théorie du complot disent que le meurtre de Notorious Big était une opération soigneusement organisée. Les deux enquêteurs qui ont enquêté sur l'affaire, un policier et un ancien agent du FBI, sont arrivés à des conclusions différentes. C'était une embuscade, c'était pas au hasard. C'est juste un drive-by de plus dans la guerre des gangs. Il a tort, c'est tout. Je suis convaincu qu'on a élucidé le meurtre de Notorious Big. Si l'affaire est résolue, entamez une procédure. Pour la première fois, un indique qui avait peur de témoigner publiquement fait des révélations. Ils ont menacé de me faire poignarder en prison. Ils ne voulaient pas que je parle. The truth will come out. Peace. Biggie was hailed as the king of East Coast rap before his murder back in 1997. His family are now suing the city of Los Angeles. My son was murdered and I needed answers, but no one was giving me an answer, and I had to do something. No arrests were ever made, and now Biggie Smalls' family are claiming there's been a cover-up and that off-duty police officers were involved in the shooting. En 2002, 5 ans après la mort de Notorious Big, personne n'a été arrêté et l'enquête officielle n'a pas avancé. Et la famille Wallace porte plainte contre la ville en accusant le LAPD, la police de Los Angeles, d'être impliquée dans le meurtre. C'est la plus grosse affaire de décès imputable à une faute dans l'histoire de la ville. They ripped lives apart. Whoever did it. This is a human being that was gunned down so viciously. And I felt that more effort should be put into solving the murder. La plainte a fait son chemin devant les tribunaux et les revenus potentiels de Notorious Big, s'il n'était pas mort, ont été estimés à plus de 400 millions de dollars. Donc, cette menace de 400 millions de dollars de dommages et intérêts a forcé le LAPD à enquêter sur ces allégations. You crackers knock my man off. Crackers knock my man off. Fuck that. Let my word be across. You crackers knock my man off. You want the True Fire snake or Suge Knight snake? You that. Let it be wrong. I'm letting you know now. Put down CNN. Je m'appelle Greg Kading. Je suis un ancien enquêteur du LAPD. En 2006, on m'a proposé de rejoindre un groupe d'enquête fédérale qui devait réexaminer le meurtre de Christopher Wallace ou Biggie Smalls ou Notorious Big. Une plainte avait été déposée qui accusait le LAPD d'être impliqué dans le meurtre ou d'avoir contribué à étouffer l'affaire. J'ai posé la question clairement. Est-ce qu'on est là pour résoudre un meurtre ou est-ce qu'on est là pour protéger le LAPD devant les tribunaux? Et on m'a dit que l'objectif, c'était de faire une enquête impartiale. Je m'appelle Stéphanie Frédéric. Dans les années 90, j'étais journaliste de télévision à Los Angeles. Je couvrais la côte ouest pour la chaîne Black Entertainment Television, la communauté noire à Los Angeles et à Hollywood. Le hip-hop était en plein boom à l'époque. Au milieu des années 90, il y avait deux gros labels qui dominaient le marché. Sur la côte Est, il y avait les Bad Boy Records. C'était le label de Sean Combs, qui se faisait aussi appeler Puffy. Et son plus gros artiste, c'était Notorious Big. Sur la côte ouest, il y avait Death Row Records et le PDG, c'était Suge Knight.
Le plus gros artiste du label, c'était Snoop Doggy Dogg, Dr. Dre et plus tard, Tupac Shakur. Ces deux labels étaient en prise directe avec la rue. Death Row, c'était Compton, près de Los Angeles, Bad Boy, les ghettos de New York. Et dans leurs chansons, tous ces rappeurs parlaient de ce qu'ils avaient vécu dans leur quartier. Les armes, les gangs, la drogue. Ils parlaient de tout ça. Et les tubes s'enchaînaient les uns après les autres. Donc Bad Boy et Death Row se disputaient la place de numéro 1. Et au départ, il n'y avait pas de problème. Mais à un moment, c'est devenu un conflit entre les rappeurs de la côte Est et les rappeurs de la côte Ouest. Personne ne pensait que cette compétition amicale allait devenir meurtrière. Mais c'est ce qu'il s'est passé. After being shot earlier this week in a drive-by shooting, rapper Tupac Shakur has now passed away in a Las Vegas hospital. Tupac Shakur a été abattu le 7 septembre 1996 à Las Vegas, au Nevada. Et environ 6 mois plus tard, Notorious Big a été tué à son tour à Los Angeles. Notorious B.I.G. was gunned down as he left a party here at the Peterson Automotive Museum in the Miracle Mile. This is devastating. That's just as painful as Tupac. I love Tupac too, just as a person. These were people. Dès le début, tout le monde a pensé qu'il y avait un lien entre la mort de Tupac Shakur et celle de Notorious Big. Donc, quand on a relancé l'enquête sur le meurtre de Notorious Big, on a cherché tous les dénominateurs communs avec la mort de Tupac. On pensait que découvrir la vérité dans une des deux affaires nous permettrait peut-être de résoudre l'autre en même temps. Tout le monde savait qui avait fait le coup. Le jour même, dans le quartier, ça tournait. On savait qui c'était. Quand on a passé en revue les éléments de l'enquête précédente, on a remarqué un nom qui revenait régulièrement. Celui de Dwayne Davis. C'était un membre des Southside Crips, un gang de Compton. Et son nom, c'était Keffe D. Keffe D avait des liens avec Bad Boy Records. Il leur servait de garde du corps officieux pendant les déplacements en Californie ou pendant les tournées. Keffe D était présent au musée de l'automobile Peterson le soir où Notorious Big a été tué. Et Keffe D était aussi à Las Vegas au Nevada le soir du meurtre de Tupac Shakur. Or, quelques heures avant les faits, le neveu de Keffe D, Orlando Anderson, avait été agressé par Tupac Shakur, Suge Knight et d'autres membres de l'entourage de Death Row. Le problème avec les gangs, c'est que dans cet univers, généralement, on n'accepte pas de coopérer avec les forces de l'ordre. Keffe D ne voulait pas nous parler, donc il fallait trouver un moyen de l'obliger à coopérer. Je m'appelle Robert Ladd et je suis un ancien enquêteur de la police de Compton, c'est-à-dire le lieu de naissance des Crips et des Bloods. Los Angeles is where renowned street gangs, the Bloods and the Crips, call home. They're thought to be responsible for masterminding drug operations across the entire country. C'était mon boulot d'enquêteur de l'unité anti-gang de savoir qui étaient les principaux acteurs, qui étaient les dealers, qui étaient les hommes de main, qui étaient les chefs. Je connais Keffe D depuis longtemps. Quand il était tout jeune, on lui courait après pour l'arrêter. Et puis il est allé en prison et je crois que c'est là-bas qu'il a rencontré un gros dealer. Quand il a été remis en liberté, ça a été très vite pour lui. Et je l'ai vu devenir un des plus gros dealers de Compton. L'enquête durait depuis près de 2 ans. Et on n'avait toujours pas vraiment avancé avec Keffe D. On était persuadés qu'il savait quelque chose sur au moins un des 2 meurtres. Donc on a rassemblé les éléments nécessaires pour l'accuser de trafic de drogue et l'obliger à coopérer. Là, on est entré en contact avec lui et on l'a mis devant un ultimatum. What this ultimately comes down to is how valuable your life is to your family.
Soit il coopérait et disait ce qu'il savait sur le meurtre de Notorious Big, soit il prenait 25 ans de prison. Kifidi et son avocat ont accepté l'accord qu'on leur proposait. Et on a commencé à discuter du meurtre de Notorious Big. Kifidi a dit que le soir de la fête au musée de l'automobile, il était dans le parking quand il a appris que Notorious Big s'était fait tirer dessus. On commence à discuter en détail et là il dit « ça c'était pas nous ». Quand il dit « nous », bien sûr, il parle de son gang, les Southside Crips. Donc ça appelle une autre question. Si vous n'étiez pas responsable de ce meurtre-là, vous étiez responsable duquel? What is said right here cannot be used against you, Fifi. Nothing you say today can be used against you. On pensait être sur la voie pour résoudre le meurtre de Notorious Big, mais en fait, on a compris que Kifidi allait nous donner des informations sur celui de Tupac. Il a dit, vous allez avoir du mal à le croire. Pour vraiment comprendre cette histoire, il faut revenir au début de carrière de Notorious Big et Tupac. Les deux rappeurs étaient amis. Biggie et Tupac étaient des vrais amis. Ils se soutenaient, ils étaient super proches. Il y avait du respect entre eux. Je m'appelle Lil Cease, du groupe de rap Junior Mafia. Et quand j'ai rencontré Biggie, j'avais 5 ans. C'était mon grand frère. On n'avait pas de lien du sang, mais c'était tout comme. Il me traitait comme un membre de sa famille. Même des vrais frères n'étaient pas plus proches que nous. La première fois que je l'ai vu, si je me souviens bien, j'allais à l'école. Et 2 jours avant, une voiture m'était rentrée dedans. J'avais des béquilles. Donc j'allais à l'école et lui, il était assis sur des marches dans Fulton Street. Et je demandais toujours de l'argent aux mecs qui traînaient là, à faire du business. Alors il m'a donné quelques dollars pour que j'aille m'acheter des bonbons et un truc à manger pour le midi. Et de ce jour-là, on est restés proches. Quand on était jeunes, moi et les mecs de mon groupe, on a commencé à prendre le mauvais chemin. Et dès que Biggie a pesé dans le rap, il a utilisé son influence pour nous aider à réussir dans la musique et pour nous sauver. C'est grâce à lui que j'ai fait mes débuts. Je lui dois toute ma carrière. Et je suis pas le seul, il en a aidé plein d'autres. C'était dans sa nature. Il pensait à s'occuper de tout le monde. Biggie et Tupac ont fait leur début à peu près en même temps. Je m'appelle Cathy Scott. Je suis journaliste et autrice. J'ai écrit un livre sur le meurtre de Tupac Shakur et un autre sur celui de Notorious Big. Notorious Big est né Christopher Wallace, à Brooklyn. I was a single parent, but I enjoyed him. It was just a pleasure growing up with him. Sometimes he drove me nuts. Voletta, sa mère, était institutrice et elle était très stricte avec lui. Elle s'est battue pour assurer son éducation et pour l'envoyer dans une école privée. What was your life like as a child? Were you shy or were you outgoing? I'm still shy. I'm quiet dude. Are you? Yeah, I kind of get the voice, say the things I wouldn't say in my music. Il voulait sortir de la pauvreté et il a commencé à dealer en petite quantité. Et puis il a décidé d'arrêter l'école pour poursuivre son rêve, c'est-à-dire devenir rappeur. What would you see yourself doing if you didn't get in the music business? I'd probably still be hustling in the streets, grinding, probably in your crib. On pensait qu'on allait faire ça toute notre vie, vendre de la drogue dans la rue. Mais la première fois qu'on a entendu Biggie rapper, on a tout de suite su qu'il était au top. J'ai dit, ok, si ton talent est découvert, tu seras une superstar. I was furious when he told me that, you know something, I'm not gonna finish school, and we fought. I had fire coming out of my ears.
And he said to me, I'm going to be a decent citizen, I'm going to earn a lot of money, and I'm going to make you proud of me. Il avait le meilleur flow de tous les temps. Quand on lit ses textes, on se dit, comment il fait? Comment il peut dire autant de choses en si peu de temps? Il avait un super flow et de très bons textes. Et il y a un morceau où il dit « Les anniversaires, c'était le pire jour de l'année, mais maintenant on boit du champagne pour se désaltérer. » Les anniversaires, c'était le pire jour de l'année. Quand on a grandi dans la pauvreté à Brooklyn, on comprend ça très bien. Donc la communauté noire et les fans se retrouvaient dans ces textes. C'était un type qui avait grandi dans les mêmes conditions qu'eux. Mais lui, il s'en était sorti. Il racontait ce qu'il avait vu dans notre quartier, la misère et tout ce qui va avec. Et les gens se retrouvaient dans ces histoires. L'honnêteté, la sincérité, ça lui faisait pas peur. Il était sans filtre. Il racontait tout ce qui nous passait par la tête. Il y avait tout ça dans ses textes. Donc les gens savaient que c'était authentique et qu'il avait vécu les mêmes choses. Il a commencé à enregistrer des démos et une de ces démos est arrivée entre les mains de Sean Combs, ou Puffy. Okay, my name is Tupac Shakur and I'm 17 years old. Tupac est né à Harlem et sa mère était membre des Black Panthers. She was really involved in the movement, you know, just black people bettering themselves and things like that. Sur cette photo, Tupac ressemble à n'importe quel gamin de son âge. Il a l'air de s'amuser, il sourit, mais en fait, il a vraiment grandi dans la pauvreté. Le père de Tupac n'était pas présent. C'était une situation difficile. La famille a quitté Harlem pour s'installer à Baltimore. Et je pense que Tupac a été sauvé par le lycée artistique de Baltimore. C'est là-bas qu'il a été le plus heureux. C'est ce qu'il a dit lui-même. Il y a étudié la poésie, la danse classique, Shakespeare. C'est vraiment là-bas qu'il a fait son éducation en tant qu'artiste. Ils ont vécu dans plusieurs villes et ils ont fini par s'installer à Oakland, en Californie. Et c'est là que sa mère est devenue accro au crack. Mais Tupac adorait sa mère et il ne lui a jamais fait de reproches. Il était fier d'elle et de son parcours. Tupac savait ce que c'était de vivre en marge de la société américaine et il en parlait dans ses interviews et ses chansons. Il ne parlait pas uniquement de filles et de gangs. Il abordait aussi les problèmes sociaux. Ses textes faisaient réfléchir. Et c'est pour ça que les jeunes se retrouvaient en lui. C'était le porte-parole d'une génération, pas uniquement des Noirs. Why do they ask the young about guns and violence and drugs and fuck that? You know, ask me about Shakespeare, all right? He and Tupac were very, very close. Tupac would call, look, I'm going to be at this club, come on up and open for me tonight. And they were very close, getting drunk together and cursing together. They were really buddies. Tupac a contribué à lancer la carrière de Notorious Big. Il l'a fait monter. Et s'il est condamné pour tous ces chefs d'inculpation, il risque une peine de prison énorme. Donc ce soir-là, Tupac va au studio Quad parce qu'il a besoin d'argent. Et il est invité à faire un featuring. C'est de l'argent vite gagné. Le jour où Tupac va à ce studio, Notorious Big y est aussi avec son équipe pour enregistrer. On est sur la terrasse et je vois Tupac avec d'autres gars en train de marcher dans la rue. Alors je l'appelle et il répond « Yo, C's, quoi de neuf? Ça va, gars? Vous êtes où ?» Là, je dis à Biggie que Tupac est en bas. Et il me dit « Dis-lui de monter. » On ne savait pas du tout qu'il allait venir au studio ce jour-là. Tupac arrive au studio Quad avec quelques amis. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'ils ont été suivis dans la rue. Et tout à coup, ces inconnus sortent des armes pour leur voler tous leurs bijoux. J'arrive au rez-de-chaussée et là, deux types me braquent. Je me dis « Hein ?» Ils me disent de remonter dans l'ascenseur, alors c'est ce que je fais. Je remonte et je préviens Biggie que Tupac est en train de se faire braquer. Là, il croit que je mens. « Allez, arrête !» Je dis « Non, c'est sérieux. Tupac est en train de se faire braquer là maintenant. »
Tupac fought back and was shot multiple times. The perpetrator stole $40,000 worth of his jewelry, including gold chains and a diamond ring. Christopher came home and it was on the news. He was so upset and he went to the hospital. They wouldn't let him see Tupac. And he was hurt because he and Tupac were very, very close. Pour on ne sait quelle raison, Tupac a cru que Notorious Big lui avait tendu un piège, alors que c'était pas vrai. Biggie n'avait rien à voir avec cette histoire de vol. Tupac pensait qu'on connaissait les types qui l'avaient braqué. Mais c'était pas vrai. Je pense qu'il était en plein dans un tourbillon à ce moment-là. Il était sous pression. Avec cette accusation de viol en plus, je crois que ça faisait beaucoup. Il est stressé, persuadé que Notorious Big a joué un rôle là-dedans. Et personne n'arrive à le faire changer d'avis. Tupac est disculpé du viol et des accusations de détention d'armes à feu. Mais il est reconnu coupable d'agression sexuelle. Il est mis en détention et commence à balancer sur Notorious Big. Et c'est là que la guerre commence, entre rappeurs de la côte Est et rappeurs de la côte Ouest. Tupac est envoyé à la prison du comté de Clinton, un établissement de niveau de sécurité maximum pour criminels endurcis. Tupac a fait appel, mais il n'a pas. Tupac s'est engagé à enregistrer 3 albums pour Death Row, et en échange, Suge Knight a payé sa caution de $1 400 000 pour le faire sortir de prison. Suge Knight est venu chercher Tupac avec une limousine blanche et il l'a emmené en Californie à bord d'un jet privé pour qu'il commence à enregistrer. C'était un bosseur et il écrivait beaucoup. Il était en studio presque tous les jours et il a beaucoup enregistré très vite. Les disques se vendaient super bien. Et c'est là que sa carrière a vraiment explosé. Moins d'1 an après ce vol en jet privé, Tupac Shakur était mort. La clé de toute cette affaire, le moment où tout commence, c'est ça. La signature de Tupac chez Death Row Records. Tupac avait déjà la mentalité ghetto. Mais je pense que c'est passé au niveau supérieur quand il a commencé à traîner avec des membres de gangs comme nous, les Bloods de chez Death Row. Tupac s'est intégré à l'équipe. C'était pas un bagarreur, c'était pas un voyou. Aren't they wondering why death rates are going up and suicide is going up? Don't they understand that more people are, more kids are being handed crack than they're being handed diplomas? Il voulait du progrès social. Mais Suge Knight l'a emmené dans une direction totalement différente. Suge et moi, on a grandi à Compton. On se connaît depuis l'âge de 12 ou 13 ans. Mais il n'était pas dans un gang. À l'époque où moi, j'étais dans un gang. Suge avait des parents assez stricts. Et il a été à la fac. Mais quand je suis sorti de prison en 88, Suge est venu frapper à ma porte. Et je me suis retrouvé à jouer les gros bras pour Death Row. C'est moi qu'on venait voir en cas de problème. Quand il y avait un gêneur, c'était mon rôle de le faire dégager. Tous les types choisis pour bosser avec Death Row étaient passés par la case prison. Suge Knight avait une équipe. C'était l'élite des Bloods. Les commandos des Bloods. Suge Knight a engagé tous ces gars-là. Il leur a donné un emploi. Donc c'était des truands en CDI. Ils se sentaient autorisés à jouer les gros bras parce qu'ils disaient « on est la sécurité ». Quand les gens voyaient Suge, ils nous voyaient nous. Et quand ils nous voyaient, ça s'écartait comme la mer Rouge. Personne restait sur notre chemin. La première fois que j'ai rencontré Tupac, il était cool. Mais quand il a commencé à traîner avec nos gars, il a complètement changé. Le gars cool est devenu un vrai monstre. Sa personnalité a changé. L'influence de Suge Knight a transformé Tupac. Ce style de vie l'a mené à sa mort. Cette rivalité entre Death Row et Suge Knight d'un côté, Bad Boy Records et Sean Puffy Combs de l'autre, c'est vraiment monté d'un cran à cause de la musique, à cause de 2 morceaux enregistrés par Notorious Big d'un côté et Tupac Shakur de l'autre.
Tupac a cru que cette chanson parlait de lui et de la fusillade au Studio Quad. Mais en fait, ce morceau a été enregistré avant ça. On pensait pas qu'il allait le prendre pour lui. Puffy sortait un single, c'est tout. On ne pensait pas que Tupac verrait ça comme une attaque. Pour Tupac, c'était un manque de respect. Et il n'a pas manqué de réagir. Hit 'em Up, c'est le plus gros clash dans toute l'histoire de la musique, pas juste dans l'histoire du rap. Quand Biggie a entendu Hit 'em Up de Tupac, ça l'a vraiment affecté. Il voyait Tupac comme un ami, un frère. Donc quand il a entendu Tupac parler de lui comme ça a été dur pour lui. C'est fou de dire sur un disque « J'ai couché avec ta femme » et il lance des menaces de mort. Tout ça, c'est l'influence de Suge Knight. Biggie voulait tenter une réconciliation. Mais après la signature de Tupac chez Death Row, ça a empiré. La guerre des mots sur les disques, c'était une chose. Mais ensuite, on a commencé à voir des tirs à balles réelles. À peu près un mois après les Source Awards, où Suge Knight avait publiquement manqué de respect à Sean Combs et Bad Boy, il y a eu une altercation dans une boîte de nuit. Et un individu du nom de Jake Robles, garde du corps et ami proche de Suge Knight, a été tué par balle. L'auteur des tirs aurait été Anthony Jones, un des gardes du corps de Sean Combs. Avant la mort de Jake, c'était juste verbal entre Puffy et Suge. Ils échangeaient des insultes. Quand Jake a été tué, c'est là que c'est devenu sérieux. Suge Knight tient Puffy Combs personnellement responsable du meurtre de Jake Robles. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Puffy Combs commence à chercher une alliance avec Keffe D et le gang des Southside Crips, parce qu'ils pourront fournir une première ligne de défense en cas de nouveaux affrontements avec Suge Knight. Et Keffe D dit qu'il commence à discuter avec Puffy Combs de ce conflit avec Suge Knight. So he was on point. He was worried about something happening. Yeah. Should have mouthed off about a bunch of different stuff, so he was scared. He was scared to death. Yeah. Okay. What was the words? If the best you can remember what he says. Shit, he said he'd kill us anything for them dudes there, you know. Puffy a dit qu'il paierait cher pour la tête de ces gars-là. Et quand il dit ces gars-là, ça désigne clairement Suge Knight, mais aussi Tupac Shakur. What made it a specific, like, hey, I'm serious, I want you guys to kill this guy? How's the conversation go? I mean, okay, listen, I'll do it, but I need $500,000, or, you know, I've got somebody who will do it, but I need $300,000. Yeah, we want $1 million. D'après Keffe D, un accord a été conclu. Si son gang élimine les individus en question, il recevra $1 million de la part de Puffy Combs. Je ne crois pas que Puffy Combs avait réellement l'intention de commanditer un assassinat. Je pense qu'il était aux abois et que ça l'a poussé à utiliser un vocabulaire exagéré. Mais Keffe D, lui, il avait grandi dans cet univers de vendetta et de représailles. C'était naturel pour lui. Et si en plus il y a de l'argent en jeu, alors, bien entendu, il va aller jusqu'au bout. Tupac était venu à Las Vegas avec Suge Knight pour assister au combat de Mike Tyson au casino MGM Grand. Juste après le combat, Suge Knight, Tupac Shakur et d'autres membres de l'entourage de Death Row traversent le hall du casino. Et dans le groupe, il y a un dénommé Trevon Lane, membre du gang Mob Piru. Et il repère un individu du nom d'Orlando Anderson. Orlando Anderson est le neveu de Keffe D.
Quelques mois plus tôt, Orlando Anderson et d'autres membres des Southside Crips avaient eu une altercation avec Trayvon Lane et des mobs Pairou au centre commercial de Lakewood, en Californie du Sud. Et pendant la bagarre, quelqu'un a essayé d'arracher à Trayvon Lane son médaillon Death Row. Au MGM, Trayvon Lane voit Orlando Anderson. Et avec le code des gangs, les histoires de respect, ils ne peuvent pas juste l'ignorer. De lui-même, Tupac se jette sur Orlando Anderson et il le frappe par derrière. Orlando tombe par terre et les autres membres du groupe, y compris Suge Knight, commencent à le rouer de coups de pied jusqu'à l'intervention de la sécurité. Là, Suge Knight et Tupac Shakur quittent les lieux rapidement. Sans le savoir, Tupac Shakur s'en est pris à un individu extrêmement dangereux. Je crois qu'il n'avait pas conscience de ce qu'il avait déclenché. Nous, on était nés dans les histoires de gangs, on connaissait les règles. Mais Tupac, lui, ne connaissait pas nos règles. Suge aurait dû le prendre à part pour dire « Non, ça te regarde pas cette histoire, c'est nos gars qui vont régler ça ». Malheureusement, Tupac s'en est pris à un type qu'il valait mieux pas toucher. Mon gars, t'as grave. Tu t'en es pris à un vrai creep. Ça va se payer, ça. Et ça va se payer ce soir. Suge Knight, Tupac et Trayvon Lane ont tabassé Orlando. Vous croyez qu'il va passer l'éponge? Dans l'univers des gangs, ça ne se passe pas comme ça. L'oncle d'Orlando Anderson, Keefe D, était au casino MGM lui aussi. Et quand il apprend que son neveu a été attaqué, il commence immédiatement à organiser les représailles. Keefe D, Orlando Anderson et deux autres membres des Southside Crips montent dans une Cadillac blanche. Et ils vont à la boîte de nuit appartenant à Suge Knight, le club 662. Pour Keefe D, c'est l'occasion parfaite de venger l'agression de son neveu, mais aussi de remplir son engagement envers Sean Combs, tel qu'il l'a compris, c'est-à-dire en éliminant Suge Knight et Tupac Shakur. Il se poste devant la boîte de nuit en guettant l'arrivée de Suge Knight et Tupac. Mais la tension commence à monter parce que le temps passe et des gens les ont remarqués. Donc ils décident d'abandonner. Mais là, le destin intervient et ils voient plusieurs voitures qui approchent. He gave himself away. Otherwise, they would have got away. We were like, there they go. They had a U-turn. Sans ces fans qui criaient, il est très probable que Keefe D et les autres individus dans la Cadillac blanche auraient juste croisé ces voitures, sans réaliser que Tupac Shakur était de l'autre côté de la rue. La Cadillac se range le long des véhicules occupés par l'entourage de Death Row, qui sont arrêtés à une intersection, et elle avance doucement. Orlando Anderson se penche par la vitre, et quand ils arrivent au niveau de la BMW où se trouvent Suge Knight et Tupac, il ouvre le feu sur le véhicule, et Tupac est touché par plusieurs balles. Tout le monde savait qui avait fait le coup. Le jour même, dans le quartier, ça tournait. On savait qui c'était. The Reverend Jesse Jackson comforting the mother of rapper Tupac Shakur, a distraught MC Hammer rushing to his good friend's bedside. The worried faces of friends, family, and fans keeping a round-the-clock vigil at a Las Vegas hospital, where Tupac Shakur is still fighting for his life.
Je m'en souviens comme si c'était hier. Il y avait beaucoup d'émotions. Les gens pleuraient. Tout le monde espérait qu'il s'en sorte. Friends, family, and fans are praying God gives him another chance. After being shot at close range, Tupac is in a critical condition. Rap artist Tupac Shakur has had his right lung removed by doctors in Las Vegas. J'attendais qu'un des médecins vienne parler aux journalistes quand j'ai vu un des choristes de Tupac sortir. Et là, j'ai compris que c'était fini. Il est tombé à genoux, il s'est assis sur le trottoir et il s'est mis à pleurer comme un bébé. C'était dur ce jour-là. C'était très dur. C'était triste. Très triste. My love for Tupac and my people. I mean, I'm lost for words. Tupac Shakur died today in Las Vegas. Pac was one of our representatives, like Malcolm, like Martin, you know what I'm saying? And now Tupac gone, that was our voice. Juste après le drive-by, l'information a commencé à circuler. Ce seraient les Southside Crips qui auraient fait le coup. De retour au quartier, Orlando Anderson s'est vanté d'avoir tiré sur Tupac. Il pensait juste l'avoir blessé. Il ne savait pas qu'il l'avait tué. Quand Tupac est mort, Orlando Anderson a arrêté de se vanter. A 22-year-old gang member has been arrested by officers in Compton, California. Orlando Anderson is now in custody and suspected of nearly a dozen shootings. Il y avait déjà un mandat d'arrêt contre Orlando Anderson à cause d'une autre affaire de meurtre. Donc on a pu l'arrêter et des policiers de Las Vegas sont venus l'interroger. Mais franchement, il n'avait pas beaucoup d'expérience en matière de gang. Et puis Las Vegas essayait de changer d'image à l'époque. C'était en train de devenir une destination familiale. Donc les règlements de compte entre gangs en pleine rue, ils n'avaient pas envie d'insister là-dessus. Vegas PD will interview 22-year-old Anderson, but cannot confirm if he is a suspect. Quelqu'un de très haut placé dans la police de Las Vegas m'a dit qu'un procès sur cette affaire, ça serait de la mauvaise publicité. Si un chanteur blanc avait été tué, l'affaire aurait été résolue très vite. La police de Las Vegas aurait cherché à donner l'air de maîtriser la situation. Pas de ça chez nous. Mais Tupac était noir. Et en plus, c'était un rappeur. La police s'en fichait complètement de résoudre cette affaire. Orlando Anderson a commencé à attirer beaucoup d'attention médiatique. Et j'étais déterminé à lui poser la question qui était sur les lèvres de tout le monde. Let me just ask you point blank, did you shoot Tupac Shakur? I didn't kill Tupac Shakur. No, I didn't do it. I wish everybody would stop accusing me of doing it. Okay. That's good. That's really good. Thank you so much. I really appreciate that. Je ne l'ai pas cru. La police de Las Vegas n'avait pas les éléments à charge nécessaires pour inculper Orlando Anderson. Personne n'avait accepté de coopérer dans le cadre de l'enquête. C'est ça qui est difficile dans les affaires de gang. Il y a cette règle non écrite. On ne coopère pas avec la police et on règle ses comptes dans la rue. If you knew who killed Tupac, would you tell the police? Absolutely not. Quand Kifidi a avoué son rôle dans le meurtre de Tupac et identifié son neveu Orlando Anderson comme l'auteur des tirs fatals, c'était la fin 2008, soit presque 10 ans après les faits. À ce moment-là, Orlando Anderson lui-même était déjà mort, tué dans un règlement de compte entre dealers à Compton. En enquêtant sur le meurtre de Notorious Big, sans le vouloir, on avait identifié l'assassin de Tupac. Mais à cause de l'accord d'immunité conclu avec Kifidi, on n'a pas pu l'inculper de complot en vue de commettre un meurtre.
Je pense que c'était possible de résoudre cette affaire. Mais on n'a pas pu et c'est dramatique pour la famille, pour tout le monde. Ça me hante encore aujourd'hui. Quand Tupac a été tué, il était sous notre protection. Donc on avait l'air de quoi? C'est notre réputation qui était en jeu et celle de notre gang. S'il n'y a pas de représailles, on passe pour quoi? Ça ne peut pas s'arrêter là. Tupac est mort, donc quelqu'un d'autre doit mourir.